Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les députés écoutent les vacances pour tenir une session extraordinaire. À la demande expresse du Premier ministre, l'Assemblée nationale se penche sur 9 projets de loi, dont celui sur le code électoral et le statut de l'opposition. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent aujourd'hui à Helsinki pour un sommet qualifié de facile par le locataire de la Maison-Blanche. Les sujets de discussion entre les deux hommes ne manquent pourtant pas. Les vacances ont été de courte durée pour les députés. Ils se sont retrouvés ce matin, près de 3 semaines après la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année en juin dernier. Sur demande du Premier ministre, se tient une session extraordinaire consacrée à l'examen de 9 projets de loi, dont ceux relatifs au code électoral et au statut de l'opposition. Reportage Lassina Ouattara, Sirpayete Eleonore Ouedraogo. Le projet de loi portant statut de l'opposition politique ramené à la table des discussions à l'Assemblée nationale. Retiré de l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année, conformément aux termes de la résolution portant règlement de l'Assemblée nationale, le projet de loi sera réexaminé au cours de cette première session extraordinaire. Il y a eu des mésententes et nous avons demandé à ce qu'on puisse retirer cette loi in extremis parce que on n'avait pas intérêt à ce que ce projet de loi-là, on le botte en touche, parce que si on le bottait en touche, il fallait attendre encore 1 an. Et donc nous avons estimé qu'il était de bon temps, il était sage de pouvoir retirer ça et de nous ramener plus tard. C'est un projet de loi. Il doit d'abord passer au niveau des commissions qui vont le travailler, auditionner un certain nombre d'acteurs avant de l'amener à l'Assemblée. Dans tous les cas, c'est un projet de loi qui, au finish, va permettre aux chefs de file de l'opposition de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Également, lors du jour de cette session extraordinaire, le projet de loi portant code électoral dont les grandes lignes seront examinées. Le projet de loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil d'État et celui portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso seront aussi examinés à cette session convoquée sur demande du Premier ministre. L'Union pour le progrès et le changement UPC multiplie les rencontres avec la presse. Le principal parti de l'opposition burkinabé a organisé ce matin une conférence de presse. Objectif, planter le décor de son deuxième congrès ordinaire prévu en fin de semaine. Ce rendez-vous est destiné à préparer les stratégies électorales de l'UPC en vue des scrutins de 2020. Amado Ilboudo Adama Koulibaly. Du 20 au 22 juillet prochain, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, va tenir son deuxième congrès ordinaire. Un congrès sous le thème UPC, stratégie pour une victoire éclatante en 2020, synonyme de paix, d'unité nationale et de prospérité. À travers l'intitulé du thème, le congrès, qui est une instance statutaire du parti, travaillera non seulement à renouveler la composition des organes dirigeants du parti, mais aussi et surtout à réfléchir sur d'autres stratégies idoines pouvant permettre à l'UPC de parvenir au pouvoir en 2020, afin de permettre au peuple burkinabé de vivre dans la paix, la cohésion sociale, la sécurité et la prospérité. Pour le Parti du Lion, ce congrès revêt une importance particulière au regard de la situation que traverse le Burkina Faso. Ce deuxième congrès ordinaire, très important comme nous l'avons dit, va se tenir dans un contexte socio-politique difficile, du fait de la grogne sociale, de la désaffection criante des populations face à la politique de malgouvernance du régime en place et surtout de la situation d'insécurité permanente. Nous réfléchirons sur les réponses à apporter aux questions d'actualité, à savoir les problèmes sécuritaires, la grogne sociale, l'unité nationale et l'insécurité alimentaire. 5000 congressistes venant des 4 coins du Burkina Faso et de 15 pays sont attendus à ce rendez-vous de l'Union pour le progrès et le changement. Les premières journées de la commande publique se sont achevées samedi dernier à Bobo-Dioulasso. Pendant 72 heures, acteurs de l'administration publique, du secteur privé, des sociétés civiles et des partenaires techniques et financiers ont eu des échanges autour du maillon essentiel des budgets. Des suggestions ont été faites pour une bonne exécution de la commande publique. Reportage à Bobo-Dioulasso, Bilidou Bazongo, Karim Sissé. Les premiers responsables de l'autorité de régulation de la commande publique ont reçu le pari de l'organisation
des premières journées de la commande publique. C'est ce qui ressort de ces 3 jours d'échange ici à Bobo-Dioulasso. 3 jours d'échange qui ont permis aux acteurs de l'administration publique, du secteur privé, des sociétés civiles et des partenaires techniques et financiers de faire des propositions à même de rendre plus efficace la gestion de la commande publique. La nécessité d'appliquer les règles relatives au plan de charge et sensibiliser les autorités contractantes à l'utiliser dans l'évaluation des capacités des soumissionnaires avant l'attribution des marchés publics. La nécessité d'évaluer les maîtres d'ouvrage avant le renouvellement des agréments techniques. La nécessité d'appliquer effectivement les sanctions prévues et les rendre publiques afin de promouvoir l'éthique et la déontologie dans la commande publique. La nécessité d'engager la responsabilité des maîtres d'œuvre en cas de mauvaise exécution. Les participants souhaiteraient que les suggestions faites lors de cette rencontre de Bobo-Dioulasso soient effectivement appliquées. Sur le champ, engagement a été pris par le représentant du Premier ministre. Le gouvernement va exploiter d'une manière judicieuse les conclusions pour une amélioration de la pratique de la commande publique, gage de la réussite de la mise en œuvre du PNDS, a-t-il ajouté. Venons-en maintenant à cette audience présidentielle. Le nouveau président de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, reçu ce matin à Kosiam, Abdoulaye Sori, a indiqué être venu solliciter les conseils et soutien du président du Faso dans la bonne mission qui lui a été confiée. Reportage Roger Kam Olopoda. Avec le président du Faso, Abdoulaye Sori partage les orientations majeures de son mandat. Pour le nouveau président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, le secteur privé doit toujours demeurer le moteur de la croissance économique et il est impératif que l'institution qu'il dirige désormais travaille à assurer une implication effective du secteur privé dans le processus de l'intégration de l'Union. Une mission qu'il faut réussir à tout prix et pour cela, il sollicite ici les conseils du président du Faso qui a, selon l'ordre du jour, exprimé toute la disponibilité de l'État burkinabé à soutenir toutes les actions de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA visant la réalisation des objectifs de l'intégration. Retournons à Bobo-Dioulasso où s'est déroulée la première semaine de la paix. Elle a été émaillée de conférences, de prêches, de visites aux malades et à une opération don de sang. La semaine de la paix a été organisée pour faire la promotion des valeurs et principes de paix à travers le rôle et la place de l'islam. Karim Ilboudo, Moussa Sanon, reportage. Semaine de la paix, initiée par le mouvement sunnite du Burkina, la première édition s'achève. À la tribune des interventions, les leaders religieux appellent tous à une meilleure compréhension du rôle et de la place de l'islam dans la promotion des valeurs et principes de paix. Les forces G5 sont mobilisées au Mali. Ça, c'est une mobilisation physique et militaire. Il est de notre devoir, en tant que dignitaires religieux, de mobiliser aussi les fidèles dans un autre sens. Alors pour qu'effectivement ces efforts-là se conjuguent pour apporter la paix dans la sous-région. Au cours de cette semaine dédiée à la paix, plusieurs activités ont été menées, des activités qui ont regroupé des milliers de participants issus de diverses confessions et associations islamiques. C'était là une occasion de regrouper toutes ces confessions et de regrouper les éminentes personnalités du monde musulman pour prêcher. Il y a eu des conférences publiques, il y a eu des formations à l'endroit des imams et des musées, et il y a eu effectivement plusieurs sensibilisations. De notre avis, nous sommes tout à fait ravis, tout simplement parce que cela contribue à la stabilité effectivement du pays, à la promotion de la paix dans notre pays et à la solidarité nationale. Cette première édition de la Semaine de la paix s'achève à Bobo-Dioulasso. Rendez-vous est pris en 2019 pour la deuxième édition. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent aujourd'hui à Helsinki, dans la capitale finlandaise.
Rencontre bilatérale qui permettra d'évoquer des sujets communs aux Américains et aux Russes. À la veille de cette rencontre, Donald Trump a évoqué ses attentes. Donald Trump doit rencontrer ce lundi le président russe Vladimir Poutine à Helsinki en Finlande. Une première rencontre bilatérale avec le chef du Kremlin, assumée par le président des États-Unis, malgré les critiques de l'opposition démocrate, et même si lui-même n'en attend rien, c'est ce qu'il a confié à CBS News. Je crois dans ces rencontres avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Rien de mauvais ne peut en sortir et peut-être même qu'il en sortira quelque chose de bon. Mais j'y vais avec peu d'attentes. Mes attentes ne sont pas très grandes. Ce dimanche, Vladimir Poutine s'est pour sa part entretenu avec le président français en marge de la finale de la Coupe du Monde à laquelle il a assisté un peu plus tard. Les deux chefs d'État ont abordé plusieurs dossiers comme la Syrie ou le cas du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov emprisonné en Russie. En attendant la rencontre Trump-Poutine, plus de 2000 personnes ont manifesté à Helsinki pour les droits humains et pour dénoncer la politique des deux chefs d'État. À l'heure où nous vous parlons, l'avion qui ramène l'équipe de France victorieuse s'est certainement posé sur l'un des aéroports parisiens. Les Bleus qui ont remporté hier le deuxième Coupe du Monde seront attendus de pied ferme par des millions de supporters qui avaient déjà envahi les rues des villes françaises. Un arc de triomphe encerclé par une foule en délire. Des centaines de milliers de Français ont célébré comme il se doit la victoire des Bleus à Moscou. Et ils seront sans doute aussi nombreux à vouloir venir acclamer l'équipe de France sur les Champs-Élysées cet après-midi pour fêter ce deuxième sacre mondial. C'est superbe parce qu'à ce moment de la vie, on se rappelle de la liesse de 98. Voilà. Et en ce moment, nous sommes fiers de la France. Et vive la France! Vive le foot! Et surtout, merci à Didier Deschamps! Honnêtement, je suis très heureuse parce que ça fait plus de 10 ans, 20 ans qu'on attendait cette coupe et on l'a eu aujourd'hui. On est juste heureux. On est fiers de notre pays et moi personnellement, j'y croyais depuis le début. Je me suis rendue en Russie pour le suivre. Comme en 98, il y a 20 ans, les hommes de Didier Deschamps descendront donc la plus belle avenue de la capitale et la fête s'annonce grandiose après une nuit passée sous les étoiles. À Lyon, plus de 20 000 personnes étaient réunies sur la place Bellecour. La nuit promettait d'être longue, elle l'a été. On attendait depuis longtemps celle-là. Ça fait super plaisir, franchement, ça fait 20 ans qu'on attend ça. Déjà après l'Euro, ça a été très compliqué. Et maintenant on est champions les gars, ouais on est champions. Naturellement, la finale de la Coupe du Monde remportée par la France constitue l'événement à la une des journaux burkinabés qui consacre quelques lignes au 7e mandat de Paul Biya au Cameroun. La revue de presse avec Toueboum Evelyne Dabiri. Des nègres en or massif. C'est ainsi que l'observateur Palga qualifie le sacre des Bleus au Mondial 2018. Tout comme ces tirailleurs venus des 4 coins du continent qui ont versé leur sang pour la gloire de la France, explique aujourd'hui au Faso, ces jeunes ont versé leur sueur pour le rayonnement du bleu français, écrit ce journal qui poursuit. Forcément, l'Afrique savoure cette victoire comme la sienne, convaincue que sans elle, ces coqs, parfois maladroitement si fiers de leurs origines, auraient eu du mal à s'émanciper dans leur basse-cour. À vrai dire, explique l'observateur Palga, ce n'est pas la meilleure équipe sur le terrain qui a gagné hier. Hélas, poursuit ce journal, à la fin d'un match, on ne demande jamais qui a bien joué, mais qui a gagné. Sidoya déroule le match et conclut qu'avec les 3 prolongations dans les jambes, les Croates n'avaient plus le gnac nécessaire pour développer leur foot et n'ayant plus de jus dans le réservoir, le triangle d'or croate s'est éteint progressivement. Une victoire de la France qui est célébrée à travers le monde et le pays rapporte les scènes de liesse à Ouagadougou où des supporters des Bleus s'en sont donnés à cœur joie. La Croatie était flamboyante et la France, formidable bleue, note aujourd'hui au Faso. C'est le triomphe de la France, arc-en-ciel, conclut le pays. Actualité politique au Cameroun, les parutions de ce jour reviennent sur la candidature de Biya.
C'est un véritable papy que Biya vient d'annoncer sa candidature, annonce le pays. Une candidature souhaitée par le peuple camerounais afin de poursuivre l'œuvre de paix entamée, affirme Biya dans l'Express du Faso. Ce journal rappelle l'âge de Biya, 85 ans, et juge cette candidature inappropriée, comme si dans son parti il n'y avait personne d'autre de plus jeune pour le remplacer. Après analyse de la situation politique et sociale au Cameroun, le pays estime que l'on doit s'abstenir d'écraser une larme pour le peuple camerounais, car le jour où il décidera de se débarrasser de son dictateur, il s'en donnera les moyens. Paul Biya n'a pas pitié de son pays, conclut l'Express du Faso. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.